Bonjour tout le monde, comme disait Eminem, Guess Who's Back, Back Again, c'est nous. Pierre-Alain Saint-Laurent, courtier hypothécaire, bienvenue à une troisième saison d'un café avec ton courtier. Cette année, ça va être une année spéciale parce qu'on va être accompagné de Marc McIntosh tout au long de la saison. Marc est conseiller en sécurité financière chez Industriel Alliance. Il va apporter évidemment une perspective qui est un petit peu différente, mais il va nous permettre surtout de faire un beau tour de roue de tous les aspects, de tous les angles, de toutes les perspectives potentielles pour quelqu'un qui se concentre sur ses finances personnelles. Fait qu'on va pas parler juste d'hypothèque, mais tout ce qu'on va parler, ça va s'adresser à vos finances personnelles. Premier épisode aujourd'hui, on a décidé d'adresser beaucoup la situation des premiers acheteurs, puis on avait beaucoup de choses à dire, finalement beaucoup plus que ce qu'on pensait. Vous allez écouter ça, conversation super pertinente. On va parler de la mise de fonds, on va parler de la qualification, du financement, on va parler de choses importantes à avoir chez le notaire, les assurances. Donc, c'est à ne pas manquer. Si vous êtes premier acheteur, vous êtes dans cette situation-là. Je pense que c'est un beau 35 minutes environ de conversation qui va vraiment augmenter vos connaissances. Donc, n'hésitez pas, écoutez ça. Et voilà, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne première saison. Merci! Yes, Marc McIntosh, comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Bienvenue à toi aussi à la troisième saison d'un café avec ton courtier avec Marc McIntosh. Mm-hmm. On va pouvoir l'ajouter parce que tu vas être avec nous toute la saison. Là. On se fait une belle série de 6 épisodes avec tes compétences et tes connaissances de conseiller en sécurité financière qui viennent s'ajouter aux miennes en tant que courtier hypothécaire. On va faire un beau tour des finances personnelles des gens. Quoi. Exact. Je suis super content que tu aies accepté. Merci beaucoup. On va avoir du fun, puis on va commencer ça dès maintenant. Là. On n'y aise pas avec le POC. On passe Non. On a fait la route pour venir ici à Sainte-Thérèse. Merci. J'en profite. Je commence de même, moi. Je commence avec des remerciements. Merci aux gars du studio M4771. Yes, pour une raison ou une autre, des chiffres, c'est difficile à retenir. Je suis pas sûr que ça met les gens en confiance ça, quand tu travailles en finance et que tu n'es pas là de sonner des chiffres. Ben, c'est des chiffres complexes quand même. Ouais, merci. C'est un beau studio à Sainte-Thérèse. Le plus beau, je pense, à Sainte-Thérèse. Certainement. En tout cas, un des plus beaux, ça, c'est Le sûr. plus beau qu'on connaît. Ben, ouais. Ah non, t'en connais une couple, c'est bon. Il est très bien. Yes. Il est très bien, celui-là. Il est parfait. Marc, on a décidé qu'on commençait premier épisode, première saison. On commence à la base, au début. Je pense qu'une des plus grosses transactions que les gens vont faire, qu'un jeune acheteur ou une jeune personne qui commence à accumuler ses richesses, son argent, va vouloir faire, c'est s'acheter une propriété. Donc, notre premier sujet, c'était d'y aller dans le premier achat ou essentiellement aider ou qu'est-ce qu'un premier acheteur devrait savoir. La première chose que moi, j'ai commencé à faire au fil du temps, je faisais pas ça au début, mais avec le temps, je me suis rendu compte que, attends un peu, là, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse parce que je connais beaucoup de gens qui, il y a 4-5 ans, ils ont acheté des maisons et qu'un petit peu plus tard, ils se sont mis à me reparler puis à me dire « Hey, on a de la misère, on n'arrive pas avec les paiements, c'est difficile, as-tu des solutions? » Puis là, moi, je suis pas syndic de faillite, mais je suis comme « Attends un petit peu, là, ça va pas bien quand ils me disent les cartes de crédit sont loadées, tout ça. » Fait que j'ai changé mon approche. Les gens qui veulent acheter, souvent, c'est des gens qui sont à loyer et qui veulent aller dans une maison. Fait que là, je leur dis, écoute, t'es capable de mettre combien de côté par mois? 100 200 300 50 Je leur dis, là, en ce moment, ton loyer, il te coûte combien? Là, les gens, mettons qu'on fait une moyenne, ils disent, il me coûte 1000 mon loyer. Je dis, écoute, on fait des calculs. La maison, elle te coûterait, avec les taxes, avec les assurances, avec l'hypothèque, l'entretien, qu'on oublie souvent. L'entretien, je ne le calcule pas l'entretien dans ça, mais je dis, mettons que ça te coûterait 2500. Là, ça te coûte 1000. Ça veut dire qu'il faut que tu mettes 1500 de côté par mois, drette là. Non, moi, 100 pièces par mois, 200. Ouais, mais attends, parce que premièrement, ça va te prendre 5 ans à créer ta mise de fonds. Deuxièmement, habitue-toi tout de suite à ce train de vie-là. Parce que si ça te coûte 1000 de loyer, puis que tu n'es pas capable de mettre 1500 de côté pour acheter ta maison par mois de manière récurrente, stable et sur le long terme, pendant 2 ans, par exemple, tu ne seras pas capable d'arriver et de payer le plein hypothèque. Puis c'est là que les gens ils se disent « Hey, attends un peu, je ne suis pas capable finalement d'économiser ça. Peut-être qu'à la maison, c'est pas maintenant ou pas tout de suite. » Donc ça, c'est d'entrée de jeu. J'ai commencé à faire ça, puis parce que tu sais, si tu n'es pas capable de mettre 1500 de côté puis que ça te coûte 1000 vivre ton loyer, comment vas-tu payer une hypothèque à 2005? Je trouve ça drôle qu'on commence un épisode de premier acheteur en disant
comme c'est peut-être pas une bonne idée d'acheter. Mais Ouais. pour de vrai, c'est la bonne question à se poser en tout début de se dire, OK, est-ce qu'on est capable d'acheter? Parce que, tu sais, il y a un foyer sur 5, c'est une statistique américaine, là, mais il y a un foyer sur 5 qui vont dire qu'ils sont house poor. Ça veut dire que pas toutes, là, mais une trop grande proportion de leurs revenus, plus que 50 va d'en payer l'hypothèque, les assurances, les taxes. Ouais. Fait que, tu sais, il en reste pas beaucoup là, après ça, parce que là, t'as l'épicerie, t'as la nourriture, t'auras pas le choix de manger. Là. T'as des vêtements pour les enfants, t'as toutes ces choses-là. Quand est-ce que tu vas sortir? Quand est-ce que tu vas aller? Moi, je te parle toujours du cinéma, là, puis personne qui va au cinéma, tout le monde est sur Netflix, mais aller au cinéma, voyager, ce genre de trucs-là, changer d'auto à un moment donné, il va falloir que tu le fasses. Fait que si t'es pris à la gorge juste avec la maison, tu t'es pas amélioré. T'étais peut-être mieux, toi, de rester en logement d'une certaine façon. Ouais, vraiment. Puis c'est mieux de l'anticiper, ça, plutôt que de réagir un coup que c'est fait. Oui, puis tu sais, des fois, on va se dire, ben, on peut toujours refinancer la maison. Surtout lorsqu'on fait un achat, il y a la toiture se met à couler. Bon, il faut changer la toiture. On peut souvent refinancer la maison. Mais si on a acheté en assuré avec 95 donc avec 5 de mise de fonds seulement, le minimum, dans le fond, si on ajoute l'assurance SCHL, qui va nous revenir à peu près à 4 bien, on est rendu à 99 de notre financement. Là. Fait que là, on a juste 1 de payé. Pour se rendre à 20 puis nous permettre d'être capable de refinancer, c'est long. Là. Ça ne se fera pas en 4-5 ans. Là. Ça va se faire en plus de temps que ça. Fait qu'il faut vraiment avoir, et tout l'argent que tu parlais tantôt, toutes les dépenses, faut les avoir prévues, mais il faut même prévoir les imprévus, ce qui n'est pas facile à faire. Oui, vraiment, vraiment. Puis je voudrais mettre du pouce sur ce que tu as dit par rapport à l'assurance prêt, là, le CHL, ces choses-là. Ça, c'est un peu nébuleux. Les gens ils se questionnent souvent comment ils la payent, cette prime d'assurance-là. Est-ce qu'ils assurent leur prêt, ils mettent 5 de mise de fonds? Comment ça fonctionne? Donc, la prime de la SCHL va être ajoutée au financement. Donc, si on a mis 10 de mise de fonds, on a 3 de l'hypothèque qui va. Ça, c'est le coût de la prime d'assurance, puis il va venir s'ajouter au financement. Donc, dans le fond, notre financement qu'on avait, qui était à 300 000, disons, bien, il va être à 309 000 parce qu'on a eu 3 de 300 000 qui vient s'ajouter au prêt. Ouais. Et en plus de ça, il y a une taxe. C'est taxable, cette prime-là. Donc, il y a une taxe de 9 qui va s'ajouter. Celle-là, elle ne peut pas être financée. Donc, celle-là doit être payée chez le notaire. C'est ça. Dès le notaire, il y a une première portion à payer, puis après ça, c'est financé. Et quand on a un prêt assuré comme ça, est-ce qu'on a accès à des taux d'intérêt différents? Est-ce qu'il y a un certain avantage à faire ça? Il y a un avantage qui est jamais avantageux. Mais dans le fond, les taux d'intérêt vont être plus bas. On s'entend, le prêteur, la banque qui va faire le prêt, n'a aucun risque. Si jamais le prêteur, si jamais l'emprunteur, l'acheteur, celui qui a acheté la maison, n'est plus capable de payer la maison puis il redonne les clés, bien, la banque n'a aucun risque. C'est l'assureur qui va payer qui va repayer l'hypothèque. Donc, le prêteur n'a aucun risque, donc il va donner des meilleurs taux. Ça peut tourner entre 0,10, 0,20 même des fois. Le taux va être un peu plus bas. Mais évidemment, étant donné que la prime vient s'ajouter au coût, bien, c'est jamais rentable, en tout cas dans un premier terme, de dire « Ah oui, moi, je vais donner... » Parce que, évidemment, c'est pour toute cette assurance-là, elle doit être payée pour toute assurance, pour tout prêt qui est à 20 et moins de mise de fonds. Fait que ça ne vaudrait pas la peine, si on a 20 de mise de fonds, de dire « Ah, je vais faire exprès pour mettre 19,99 de mise de fonds puis l'assurer. » Ça ne vaut pas la peine. Par contre, des fois, à votre renouvellement, si vous aviez pris votre assurance, votre propriété ou votre hypothèque est encore assurée. Et donc, parfois, on peut avoir un meilleur taux, oui, dans le premier terme, mais dans le deuxième terme aussi, et ultimement, peut-être même dans le troisième terme. Tant qu'on ne refinance pas, on va pouvoir continuer d'avoir le taux assuré. Ah, bon, merveilleux. Fait que c'est pas... tu sais, moi, je dis toujours aux gens, si vous avez 20 de mise de fonds, on va le mettre. Mais si vous ne l'avez pas, il ne faut pas attendre d'avoir 20 parce que c'est ça. Parce que la baisse de taux, au moins, vient un peu couvrir ce coût-là de l'assurance SCHL. OK. Bon, merveilleux. Fait que, tu sais, c'est un peu ça le début d'acheter une propriété. Puis sinon, à part ça... Bien, dans le fond, moi, quand j'ai quelqu'un qui va venir me voir, qui va me dire « Allô, je viens vous rencontrer pour savoir... » Parce que souvent, la question, c'est... Des fois, ça part par « J'ai vu cette maison-là, est-ce que je peux l'acheter? » Ouais. Puis là, des fois, on essaie de déconstruire ça un tout petit peu puis de dire « OK, attends un petit peu. En premier, on va aller voir ta situation à toi. Donc, premièrement, ben, tes revenus ont l'air de quoi? » Parce qu'il faut se qualifier. Et ça, on ne qualifie pas vraiment la maison. On qualifie les emprunteurs. Donc, on va qualifier avec les revenus. On s'entend, un salarié, c'est plus simple d'une certaine façon parce qu'on a ses T4, puis c'est assez facile. On va même des fois, c'est avec certains prêteurs, si on a une lettre d'emploi, autant que ça dit que tu es permanent dans ton emploi, même si ça fait 10 jours que tu as la job, on peut utiliser ces revenus-là. Chez certains prêteurs, c'est pas partout.
Donc, on va prendre les revenus. Pour un travailleur autonome, ça va être la moyenne des 2 dernières années. Fait que souvent, c'est difficile. Souvent, je trouve que notre système financier, des fois, pour les nouveaux entrepreneurs, c'est pas toujours facile. Si ça fait juste 1 an que tu es entrepreneur, ben, tu n'as pas tes 2 ans de rapports fiscaux, de rapports d'impôts. Ça peut être difficile à ce moment-là de te qualifier. Mais bref, quand on va qualifier les revenus, on va qualifier le coût qu'on pense que la maison va coûter. Donc là, on va faire des simulations un tout petit peu, de dire, OK, parce que ce qu'on va considérer dans ces revenus-là, c'est le prix de la maison, évidemment, les assurances, non, excuse-moi, les taxes et le chauffage. Bizarrement, le chauffage, ça compte. Puis les frais de condo, quand c'est un condo. C'est la grosse différence entre un condo et une maison, c'est qu'on va ajouter les frais de condo. On va ajouter toujours 50 encore une fois, chez la grande majorité des prêteurs, 50 des frais de condo vont être ajoutés au coût, donc les coûts mensuels du condo. Ce qui est un peu drôle parce que les coûts mensuels d'un condo, c'est pour l'entretien du condo. Alors que pour une maison, on ne considère pas de coûts d'entretien. Alors qu'il y en a. Ouais, Tu achètes une maison, il va falloir que tu t'achètes une tondeuse, il va falloir que tu t'achètes un boyau d'arrosage, il va falloir, bref, il y a plein de choses qu'il faut toujours s'acheter, mais ce n'est pas considéré quand on est dans l'achat d'une maison. Finalement, la dernière chose qu'on va considérer, bien évidemment, c'est la mise de fonds. Parce que plus on met de mise de fonds, évidemment, plus ça rapetisse le montant de financement et plus vite et plus ça va permettre de faire un achat qui est important. OK. Donc, la mise de fonds, ben ça, là, des fois, ça se retrouve chez vous, par exemple. Parce que souvent, moi, des fois, il va y avoir les gens qui vont dire OK, oui, on a une certaine mise de fonds, mes parents peuvent peut-être m'aider de plus en plus, on entend ça. Là, on va avoir des lettres de dons. Des lettres de dons. On appelle ça un prêt de la banque de papa et maman. Là. Mais c'est un don. Il ne faut pas que ça soit un prêt. Si c'est un prêt, ça devient un engagement. Il y a beaucoup de gens, ça, qui me posent des questions, qui me disent, peux-tu emprunter la mise de fonds? Puis il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils peuvent emprunter sur une marge aussi pour la mise de fonds, mais ça va nuire dans le ratio. Bien évidemment, si on emprunte, ça devient une dette. Ouais. Donc, c'est correct. Tu sais, mettons quelqu'un qui a une marge de crédit de 200 000 de disponible. Il n'a pas besoin de sortir de l'argent de son épargne, mettons. S'il y a aussi 200 000 en épargne. Il n'est pas obligé de sortir son 200 000 d'épargne pour pouvoir faire son achat, mais le 200 000 qu'il va emprunter sur la marge de crédit, bien, il faut compter cet engagement-là, cet engagement financier-là. Donc, c'est pas... en effet, il n'y aura pas une mise de fonds dans le sens qu'il n'y aura pas de sortie d'argent à faire, mais il y a une mise de fonds quand même et ce prêt-là est évidemment considéré. Puis une marge de crédit, évidemment, ça a des taux d'intérêt plus élevés que la maison. Ça a aussi souvent des termes qui sont bien différents, là, de certaines marges de crédit où est-ce qu'il y a une marge de crédit personnelle, là, non garantie par une hypothèque. On va considérer encore là, dépendamment des prêteurs, entre 3 et 5 du versement mensuellement. Là. Fait que 5 de 200 000 à tous les mois, là, ça fait mal. Là. Ça fait mal sur les ratios. Effectivement. C'est pas toujours une solution gagnante, mais parfois ça peut l'être. Puis des fois, on peut aussi, on a parlé de la marge de crédit, mais des fois, on peut refinancer une autre propriété. Alors, là, c'est pas notre premier acheteur qui va pouvoir faire ça, mais si on avait on a déjà une maison, on veut refinancer, on va aller chercher une partie de l'argent, puis là cet argent-là va être en prêt hypothécaire. Le prêt hypothécaire va coûter, il va être sur son réel versement, donc il pourrait être sur 25, il pourrait être sur 30 ans. Donc, puis on ne parle plus du 5 d'une marge de crédit non garantie. Là. Donc, c'est plus facile de prendre ce genre de marge de crédit-là. Que ce soit, j'ai dit une marge de crédit, cette partie de financement-là, que ce soit sur la propriété des gens ou sur la propriété des parents, on voit ça aussi des fois, qui va pouvoir être appliqué. Ils font aussi des collatérales, beaucoup, les parents, parfois, quand ils ne veulent pas sortir de sous, mais ils veulent aider leur enfant ou un proche. Exact. Solution qui doit être faite, là, la garantie collatérale sur la propriété de quelqu'un d'autre, ça se passe chez un prêteur. C'est chez Desjardins qui vont faire ça. Fait que le défi de ça, c'est de s'assurer que l'hypothèque des parents, dans ton cas, elle est chez Desjardins aussi. Ils ne vont pas aller prendre un deuxième rang derrière une autre institution financière. Parce qu'une garantie collatérale, c'est ça. On prend un deuxième rang sur la propriété de quelqu'un d'autre. Donc, derrière une autre hypothèque. Donc, ils vont le faire en autant que la propriété elle est financée chez Desjardins. Il n'y a pas d'autres prêteurs qui font ça? Aucun autre. Ah non, c'est dommage quand même, parce que c'est une belle façon d'acquérir une propriété. C'est une belle façon. Puis moi, je dis toujours que ça fait pas des miracles non plus. Non. Ce qui est le fun, c'est que tu n'as pas besoin de demander à ton père, à ta mère, 200 000 $. Tu leur demandes de garantir sur leur propriété un montant de 200 000 $. Fait que tu peux aller les voir et dire « Papa, j'ai commencé à travailler là, il y a 2 semaines, je veux ma maison, mets ta maison en collatéral. » Exact. S'il t'aime, il va dire oui tout de suite. Si t'aimes, ça dépend vraiment de l'amour que tes parents ont. Pas tout à fait. Mais c'est sûr qu'il y a des frais de notaire qui viennent s'additionner à tout ça. C'est pas... Puis évidemment, tes parents, là, dans ton exemple, ne peuvent plus vendre leur maison tant que toi, tu t'es pas débarrassé, tu n'as pas fait une main levée sur la garantie collatérale. Pour ça, il faut que tu te sois rendu aux 80 de la valeur de ta propriété. Là. Fait que si tu as vraiment financé
un achat à 500 000, là, puis tu voulais mettre donc 100 000 en mise de fonds, il faut que tu ailles payer 100 000 sur ta maison. Ouais. Encore une fois, ça ne se fait pas en claquant des doigts nécessairement là, de rembourser 100 000 piastres. Une des bonnes façons, c'est d'accumuler sa propre mise de fonds. Puis ça revient à ce qu'on disait au début. Si ton loyer est 1 000 puis ton hypothèque va être de 2 500, tu devrais être capable d'économiser 1 500 par mois. Et les façons d'accumuler ça, c'est dans les REER, dans les CELI, dans les comptes épargne ou dans le CELIAP. Puis chacun des véhicules a des avantages pour accélérer l'épargne. Puis le programme du gouvernement qui a mis en place, par exemple, le RAP et le CELIAP, c'est pour te permettre, en tant que premier acheteur, d'acheter ta propriété plus vite. Donc, c'est sûr qu'à toutes les fois qu'on rencontre des premiers acheteurs, on leur suggère ça. Et pour donner un exemple en chiffres, quelqu'un qui fait, on va dire, 60 000 puis qui va mettre 5 000 dans son CELIAP, ben, il va avoir un retour d'impôt sur son marginal, donc environ 36 %. Fait que c'est comme s'il y aurait un boost au bout de 3 ans, il accumule 5 000, 10 000, 15 000. Bien, après ça, au bout de 3 ans, il n'aura pas accumulé 15 000, il va avoir accumulé à peu près 21 22 000, plus du rendement, parce que là-dedans, il y a un remboursement d'impôt. Fait que là, quand il arrive au bout de 3 ans, son projet, il est prêt à être réalisé. Puis après ça, en plus, qu'est-ce qu'il peut faire? Avec ses REER, il peut avoir une double déduction. Attends, je t'arrête avant que tu ailles là, parce que j'ai une question qui est très pertinente. En termes de règles du pouce, là, pour quelqu'un qui gagne à peu près 60 000, si je mets 5 000 en REER, il me revient à peu près un peu à peu moins près de 1 300. C'est ça, exact. À peu près. Parce que c'est 36-37 c'est littéralement ça. Okay. Ben, c'est ton taux marginal. Si tu fais 150 000 par année, c'est encore plus. Si tu fais 100 000, c'est plus. Si tu fais... Par contre, il y a aussi un effet inverse. Si tu fais, exemple, 15 000 par année, ben là, le CELIAP, peut-être pas... Ben, le CELIAP va toujours être quand même intéressant parce qu'il n'y a pas de notion de remboursement comme le RAP, mais c'est pas une bonne idée de mettre des REER parce que après ça, tu vas avoir un retour d'impôt sur un salaire de 15 000. Ça vaut pas la peine, il n'y en a pas d'impôt. Donc, mais aussitôt que tu fais en haut de 30-40 000, ça devient intéressant, ces régimes-là. Puis de toute façon, c'est à peu près ça qu'il faut que tu fasses minimum pour te qualifier pour un prêt, là, ou presque. Là. Fait que c'est vraiment important d'épargner dans ces véhicules-là parce qu'après ça, un coup qu'on a acheté notre maison, on n'est plus éligible à ces programmes-là, à moins qu'il y ait des décès ou des séparations. Là, il y a certaines zones grises que tu peux redevenir admissible, mais c'est exceptionnel, puis il faut que tu cadres dans le moule, puis tu coches toutes les cases. Fait que ça, juste pour être clair, on parle du CELIAP et du RAP. Tout ce qui finit en app, c'est accès à la propriété. On s'entend, c'est ça le AP. Exactement. Fait que, parle-moi donc un petit peu plus. Là, fait que tu viens de parler un petit peu du REER. Parle-moi donc du CELIAP un petit peu, qui est un peu plus nouveau, qui est assez à la mode. Là. Le monde en parle beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui vont me dire moi, j'ai investi mon 8 000 l'année passée, j'ai investi mon 8 000 cette année. Comme ça, on le sent que c'est une priorité pour eux autres. Peux-tu nous en parler un tout petit peu plus? Bien, les règles du CELIAP, c'est relativement simple et complexe à la fois. En gros, dès l'ouverture du CELIAP, on peut cotiser jusqu'à 8 000 par année dans ce régime-là. OK? Puis, ce qui est important, c'est de comprendre aussi, c'est qu'il y a un plafond de 40 000 à vie et on ne peut pas reporter plus qu'un an à la fois de droits de cotisation inutilisés. En français, ce que ça veut dire, c'est si on l'ouvre puis on cotise 8 000 l'année 1, puis après ça, l'année 2, on veut recotiser 8 000, on peut. Si on l'ouvre à l'année 1, qu'on cotise à rien, puis qu'à l'année 2, on cotise à rien, puis qu'à l'année 3, là, on a des sous, on veut cotiser, on se dit, j'ai fait 3 ans, je peux mettre 24 000. Non, tu peux juste mettre le 8 000 de l'année en cours et une année de report maximum. Les droits... À l'année 4, tu vas pouvoir encore cotiser 16 000, par exemple. Pourras-tu? Ça, c'est une bonne question, ça, honnêtement. Mais je pense que c'est... je serais porté à dire que non, parce que les droits sont perdus, sont non cumulatifs. Contrairement, par exemple, au REER, où là, les droits sont cumulatifs. Ils s'accumulent dans une banque dans ton avis de cotisation à l'ARC. Donc, mais les deux peuvent être jointés, les deux peuvent être utilisés ensemble. Donc, c'est pas rare qu'on va dire on maximise le CELIAP, puis après ça, on essaie de mettre la balance aussi dans le REER. Mais sinon, pour revenir au CELIAP, à part de ça, les retraits doivent être vraiment utilisés pour l'achat d'une première propriété. Okay? Quand on cotise, on a une déduction fiscale, ce qui nous ramène au point de quand on met des sous dedans. Exemple, on met 1 000 puis qu'on fait 60 000, bien, on va avoir 1 360, c'est-à-dire qu'on va avoir 360 de retour d'impôt qu'on va pouvoir réinjecter ou épargner plus rapidement avec ça. Et en plus de ça, bien, on va faire du rendement dans notre placement. Puis ça, on peut le faire avec notre conjoint. Fait que si les deux le font en même temps, ça peut s'accumuler. Mais une erreur qu'il faut faire attention, c'est que notre conjoint peut nous contaminer. Mm-hmm. C'est-à-dire que, exemple, monsieur est célibataire, madame, elle a déjà une maison ou elle a déjà un condo, par exemple. Puis là, ils se disent, hey, on veut fonder une famille, on va acheter une maison plus grosse ensemble pour des enfants.
Si monsieur va habiter avec madame puis qu'il se dit, moi, j'ai jamais été propriétaire, je vais commencer à m'ouvrir un CELIAP, s'il habite dans une propriété que lui, son époux, son conjoint de fait est propriétaire, il va se contaminer, il ne pourra pas être éligible à l'ouverture du CELIAP, tout ça. Donc, des fois, ça peut être bon de le faire en amont, là, avant d'aller justement habiter avec la conjointe. Puis s'il y a une séparation, là, ça rechange encore une fois la donne. Qu'est-ce qui arrive si le CELIAP a été ouvert? Donc, mettons, quelqu'un a 16 000 dans son compte CELIAP et là, va emménager avec sa conjointe sans acheter la maison encore. Est-ce qu'il va pouvoir utiliser le 16 000 de CELIAP lors de son achat? C'est ça qui est le fun, c'est que les conditions d'ouverture du CELIAP ne sont pas les mêmes que les conditions du retrait. Donc, quand ils vont être rendus à l'étape de pouvoir retirer, là, ils seraient admissibles. Mais à l'ouverture, ils ne seraient pas admissibles. C'est pour ça que des fois, on va leur dire, essaie de te garder une adresse postale. Puis, tu sais, habiter ensemble aussi, c'est toujours là où on voit si ça passe ou ça casse. Là. Mais un autre truc que j'aime beaucoup faire aussi, c'est quand la personne cotise au CELIAP ou au REER, le CELIAP, tu peux le rentrer une journée, le sortir le lendemain, tu vas avoir ta déduction. Le REER, il doit rester dedans 90 jours. 90. Souvent, il y a un enjeu avec la date de notaire et la prise de possession. Donc, moi, ce que je suggère, c'est d'ouvrir le CELIAP pour accumuler des droits de cotisation, pas plus que 3 ans, parce qu'on ne veut pas les reporter, puis de remplir le REER. Comme ça, un coup que son REER, il a mis tout son argent en CEREER, exemple, son 16 000, 8 000 par année, là, il va faire son offre d'achat sur la maison avec sa conjointe, il va râper ses REER, il va cotiser ses REER à son CELIAP, il va les retirer. Donc, il va y avoir 2 déductions avec la même argent. C'est le fameux double dip. Là, oui. Ça, c'est très bien. Puis quand les deux le font ensemble, là, on parle d'un gros retour d'impôt. Je dirais que ça, c'est l'entrée pour devenir propriétaire. Fait que les maximums, CELIAP, c'est 8 000 par année jusqu'à 40 000 au total. Ouais. Puis le RAP? Le RAP, maintenant, c'est officiellement rendu 60 000. 60 000. Le retrait par personne. Tous les deux, c'est par personne. Fait que si vous êtes un couple, il y a pas, on peut doubler tout ça. Là. Oui, exactement. Oui. Fait que autant surtout en fait, le REER, ça va être 60 000 maximum qu'on va pouvoir sortir. Le CELIAP, en fait, le maximum est de cotisation. Ouais. Parce qu'au moment où est-ce qu'on va le faire à l'achat, il va y avoir eu des gains sur les investissements. Fait que ça sera plus, mettons qu'on avait mis 16 000 on va être rendu à 17 000 peut-être. Là. Exactement. Ça va être correct. Exactement. Fantastique. Fait que ça, c'est la mise de fonds. On a parlé un peu de la qualification, mise de fonds. Fait que là, en théorie, après, il t'a rencontré toi, tu as fait un plan d'épargne avec lui, vous avez réussi à trouver une façon de faire pour avoir votre mise de fonds. Génial. Il vient me voir moi. On fait la qualification pour pouvoir dire, OK, tu peux acheter jusqu'à tel montant. Ensuite de ça, normalement, l'étape va être de rencontrer un courtier immobilier et de commencer à magasiner. Ouais. D'une certaine façon. Mais c'est quoi les documents qu'il y a besoin pour se qualifier pour un prêt? Bonne question, qui me semble souvent inintéressante. Mais si tu me poses la question, c'est que c'est pas fou. Donc, dans le fond, ce qu'on va y aller souvent, là, ça va être avec les deux derniers T4 pour un salarié, les 2 derniers T4 de la dernière année, un talon de paye récent, puis une lettre de l'employeur. Ça, c'est ce qui porte le plus à confusion. Puis on s'entend, là, quelqu'un qui travaille chez Hydro-Québec, là, ils ont leur RH. Je pense qu'ils peuvent aller chercher leur lettre eux-mêmes. Là. C'est assez facile. Mais des fois, il y a des gens qui vont travailler à la quincaillerie du coin ou des choses comme ça. Des fois, c'est moins clair. Là. Mais sur la lettre d'employeur ou une attestation d'emploi, on a besoin de voir le salaire de la personne, depuis combien de temps il travaille là, puis son statut d'emploi. Donc, est-ce qu'il est permanent? Est-ce qu'il est à temps plein? Donc, permanent temps plein, c'est ce qu'on souhaite tout le temps. Mais si jamais il fait juste 35 heures, ou si jamais c'est des heures variables, des choses comme ça, c'est ce qu'on doit avoir sur la lettre d'emploi. Il y a quand même une bonne liste de documents. On a besoin son relevé d'emploi, son dernier talon de paye, ses 2 avis de cotisation, des pièces d'identité. Pièces d'identité, puis après ça, on va avoir... de placement aussi. Après ça, on va avoir, c'est ça, les relevés de placement pour la mise de fonds. Donc, encore là, on va demander normalement. Puis, à la préqualification, des fois, on ne va pas demander... On va expliquer qu'est-ce qu'on veut, puis on va demander une preuve que tu as l'argent. Mais chez le prêteur, lorsqu'on fait l'achat, ça va prendre 90 jours de relevé. Okay. Donc, évidemment, c'est pas 90 relevés. Là, heureusement, c'est des relevés mensuels. Puis même, des fois, c'est des relevés trimestriels. Donc, potentiellement, que ça en prend juste un document. Mais des fois, ça va en prendre plus qu'un. Puis là, des fois, je vois des gens qui ont le CELIAP à une place, leur REER à une autre place, ils ont de l'argent dans leur compte épargne ailleurs. Pour monsieur et madame aussi, ça me prend des relevés mensuels. Fait que là, je suis rendu avec des documents qui arrivent d'un peu partout. Mais on fait des additions. Ça, je suis bon. Je ne suis pas bon tantôt pour me souvenir des chiffres par cœur, mais faire des additions, ça va. Et puis, on arrive avec notre mise de fonds. Le but, dans le fond, on dit toujours qu'on va qualifier pour un pouvoir d'achat, mais dans le fond, c'est un pouvoir de financement. Fait que, c'est plus la mise de fonds allait, tu peux t'endetter du même montant là, selon les banques. Là. Fait que ça va être, si tu peux t'endetter de 250 000 puis tu as une mise de fonds de 50 000, bien, tu peux acheter à 300 000. Si tu as une mise de fonds de 150 000, tu es rendu à 400 000 que tu peux acheter.
OK. Donc, puis il y a une autre affaire aussi que j'ai remarqué. La maison doit être acceptée par la banque pour qu'elle te Mhm. prête. Ça veut Ouais. dire qu'il faut que ça quand même en bon état. Parce que j'ai vu des maisons qui avaient besoin de beaucoup, beaucoup d'amour, disons, que le prêteur a juste refusé de financer à cause de la mauvaise état de la propriété. Fait que des fois, d'essayer de trouver des deals dans le but de faire soit des flips ou de se dire, crème, je vais la rénover au fil du temps, je vais m'acheter une maison abordable, mais il faut que la banque, elle l'accepte. Fait que des fois, ça, c'est un autre enjeu qu'il Il faut n'y a prendre en pas considération. beaucoup de maisons que les prêteurs vont refuser, là. OK. Euh, mais il y en a de plus en plus. C'est comme la même chose qu'avec les assurances, on le sait, il y a de plus en plus. Puis blâmons ça, c'est sur les changements climatiques, si on veut. On peut aussi blâmer ça sur le portfolio, l'inventaire Hmm. vieillissant des maisons au Québec, puis de l'entretien qui peut avoir été Ouais. moyennement bien réalisé. Mais tu sais, les zones inondables, ça commence à être compliqué. J'ai eu une propriété il n'y a pas si longtemps que ça dans le coin de Valleyfield où est-ce qu'il y avait eu un glissement de terrain pas loin. Fait que c'est des propriétés comme ça que les Ouais. prêteurs vont dire, tu sais quoi, man, je Ça suis pas turn off, sûr ça. que je veux prendre ce gage-là. Ou ils vont dire, ben moi, je vais y aller. Ça, c'est quand on a besoin d'amour, là, je vais y aller, mais je veux qu'on fasse un achat avec amélioration. Donc, je veux que tu me fasses des soumissions sur les rénovations que tu vas mettre en place. Tu sais, j'ai déjà eu quelqu'un qui achetait une maison, la salle de bain n'était plus là. Il y avait plus de salle de bain dans la maison. Fait que, évidemment, le prêteur était comme non, je refuse le dossier, même si les gens avaient des beaux ratios d'endettement, des beaux bureaux de crédit, tout était beau, mais il n'y avait pas de salle de bain, littéralement. Fait qu'ils ont dit, regarde, on va financer, mais envoie-moi des soumissions de qu'est-ce que tu vas faire avec la salle de bain, puis moi, je vais t'obliger à les faire. Là. Ouais, c'est ça. C'est plus une condition pour le fun, c'est une condition de financement. Ça, c'est bon à savoir, ça. Mais puis, tu sais, ça m'amène à parler des assurances parce que ça, c'est d'autres points où est-ce qu'on ne pense pas. Là. Premièrement, une assurance habitation, une assurance dommage, Mhm. c'est obligatoire. Oui. Ça va être approuvé chez le notaire. Puis ça m'est arrivé aussi, une maison en Gaspésie, où est-ce que les gens n'étaient pas capables de la faire assurer. Ils avaient fait une promesse d'achat, là, tout était réglé. Évidemment, ils n'étaient pas passés chez le notaire encore. Le notaire dit, ça va nous prendre des assurances habitation, puis il fait le tour des assureurs principaux et pas pardon, excusez-moi, et pas café avec un courtier, il est en train de sortir. Euh, donc, pas capable de trouver d'assureur qui voulait assurer la propriété. Finalement, on en a trouvé un qui coûtait évidemment super cher, mais fait, il a réussi à assurer sa propriété. Mais des fois, ça peut être un Ouais. enjeu, ça aussi. Oui, les maisons aussi. Bref, il y a beaucoup de worst-case scénarios, mais c'est important que la maison soit assurée avec l'assurance habitation. Puis il y a aussi l'assurance hypothécaire qui est sur la vie et l'invalidité. Quand il y a un couple ou deux personnes achètent une maison, s'ils tombent malades, s'ils tombent invalides ou s'il y a un décès, il faut qu'ils soient capables de payer la maison. Puis ça, ça aussi, ça se magasine. Il y a des coûts par rapport à ça. Ben, puis moi, je suis curieux de voir comment tu l'appelles. Parce que moi, je trouve toujours ça drôle dans notre industrie où est-ce qu'on a l'assurance hypothécaire. On a parlé Ouais, tantôt de l'assurance de la SCHL ouais. ou de Sagen ou de Canada Guarantee. Donc, ça, c'est des grands assureurs qui assurent l'hypothèque. Donc, assurance hypothécaire. Mais l'assurance sur la vie et l'invalidité des gens sur leur hypothèque que Ouais, les institutions financières ouais. vendent, ça aussi, c'est l'assurance hypothécaire, right? C'est un nom marketing où, en gros, c'est de l'assurance vie et de l'assurance invalidité. Mhm. Appelons un chat, qu'est-ce que c'est? C'est de l'assurance vie, c'est de l'assurance invalidité. Puis ils les combinent ensemble, puis au lieu de dire une assurance vie et une assurance invalidité, des fois, ils vont dire l'assurance hypothécaire aussi, parfois, parce que c'est lié au prêt. Assurance Donc, prêt, ouais. des fois, les banques, ils vont dire, c'est plus ça, une assurance prêt. Ils vont dire, écoute, ta maison, elle vaut 300 000, ton paiement hypothécaire, il est de 1800, ben on va t'assurer pour 300 000 en cas de décès, 1800 mensuellement en cas d'invalidité. Puis ça va être dégressif, ça va suivre le prêt. Donc, vu que c'est vraiment rattaché au prêt, c'est pas rattaché à l'individu, c'est la propriété de la banque aussi, il ne faut pas oublier ça, c'est la banque qui va se payer en premier. Donc, c'est idéal, par contre, pour les gens qui sont difficilement assurables ou qui ont des enjeux de santé qui font que, bref, qui sont difficilement assurables. C'est une belle solution de rechange. Sinon, à chaque fois que tu vas changer de prêteur, Faut si, que tu exemple, tu recommences. changes à tous les 5 ans dans le but d'avoir un meilleur taux d'intérêt, tu vas être obligé de te rassurer à l'âge atteinte, puis tu n'auras pas jamais la propriété de ton contrat. Puis tu vas te ramasser comme la plupart des gens, 57 ans. Coudon, c'est rendu 300-400 $ par mois, m'assurer. Puis pour moi, puis un autre 300-400 pour ma conjointe, ça n'a pas de sens. Mhm. Fait que je laisse ça à 50 $ quand vous êtes jeune puis que vous achetez dès le début. Faites des projections, puis dites, regarde, moi, je vais avoir ma maison 25 ans. Il y en a qui se prennent aussi un buffer de 5 ans. Ils disent, je vais prendre un 30 ans à la place pour me donner soit de marge de manœuvre de déménager ou de réhypothéquer puis remettre sur un terme de 25 ans. Mais qu'est-ce que c'est une assurance hypothécaire? C'est juste de se protéger. Si on achète une maison ensemble puis que ça nous coûte cher puis que toi, tu meurs, je veux pas être pogné avec toute la dette, surtout quand les gens ils
ils vont se qualifier pour un prêt. Souvent, trop malheureusement, ils vont estirer l'élastique au maximum. Puis si jamais on tombe malade, on n'est plus capable de payer. C'est encore plus dangereux si on n'a pas de collectif, d'assurance Ouais. collective. Fait que c'est une assurance vie, une assurance invalidité, mais en gros, qu'est-ce que c'est? C'est de se protéger si on tombe malade, si on a investi ou un décès, ben, protéger notre grosse dette qu'on veut garder, qu'on veut protéger. Puis que si on a des enfants ou un conjointe, qu'eux puissent continuer de jouir de la propriété puis d'anticiper. Parce que c'est sûr qu'on va mourir un jour, puis il y a des chances qu'on soit invalide de notre vivant. Fait que c'est un petit peu ça, là. Tu sais, on s'entend, je pense que c'est un produit qui est assez rentable pour les institutions financières là, parce qu'il en manque jamais. Là. Moi, j'ai aucun de mes clients que j'envoie dans les grandes banques qui ne se font pas offrir cette assurance-là. Moi, j'essaie toujours de dire, parce que tu sais, c'est la seule assurance qui offre. Fait que je trouve toujours ça un peu suspect, là, tu sais, dans le sens que la personne à qui tu parles peut juste te vendre cette assurance-là. Est-ce que c'est réellement la bonne assurance pour toi? Fait que moi, j'aime ça qu'il aille voir genre un CSF qui s'appellerait genre Monsieur McIntosh. Ouais. Mais j'aime ça quand ils vont voir un conseiller en sécurité financière qui peut leur offrir différents produits, qui va pouvoir là, peut-être... Vous en avez une assurance hypothécaire, vous autres aussi, ou une assurance prêt? Ben, on est spécialisé dans les assurances. Ouais. C'est comme si tu veux avoir des fruits de mer. Ben, tu vas-tu dans une rôtisserie ou dans une boucherie? Tu vas dans un poissonnier. Chaque endroit a comme sa spécialité, si tu veux. Puis une institution financière, c'est un peu comme une épicerie où tu as un petit peu de tout. Tu n'as pas de spécialité, mais tu as du financement, tu as des cartes de crédit, tu as des prêts, tu as des assurances, tu as des placements. Ben, il offre un peu de tout. Mais d'avoir du sur-mesure, c'est toujours là la clé. Puis de magasiner, c'est toujours là aussi la clé parce que il y en a qui ont déjà des très bonnes protections collectives qui couvrent 100% de leur salaire. Ben, ils n'ont peut-être pas vraiment nécessairement besoin d'avoir une assurance invalidité liée au prêt. Puis il y en a qui ont déjà des assurances vie que leurs parents ont pris quand ils étaient plus jeunes ou des grosses assurances au collectif ou des fois, ils veulent juste couvrir la moitié du prêt. Bref, l'idée, c'est d'y aller sur mesure puis de payer le juste prix, le meilleur prix possible pour économiser et surtout sur le long terme. Parce qu'on ne veut pas non plus trop quand on achète une maison, on essaie de couper où est-ce qu'on peut trouver pour que ça coûte le moins cher. Fait qu'il faut magasiner les assurances habitation, il faut magasiner notre taux hypothécaire, il faut magasiner nos assurances vie invalidité. Il faut tout magasiner ça, c'est important. Puis ça se fait quand même bien, là. C'est quoi passer un 4 heures avec 3-4 spécialistes pour 25 ans et 30 ans d'économie? Je trouve que c'est rentable. Ah, c'est clair. Puis, tu sais, le 4 heures, il est vraiment multiplié. Tu sais, moi, je pense que c'est mon. C'est toujours, depuis que je suis courtier hypothécaire, que c'est mon message de plus important aux travailleurs, aux premiers acheteurs, mais même à n'importe quelle personne qui fait un gros achat comme ça, ou un gros financement comme ça, c'est de s'outiller ou s'armer d'une équipe. Là. Parce que, Ouais. évidemment, si tu essaies de tout faire tout seul, ça va te prendre beaucoup plus que 4 heures. Puis à un moment donné, tu vas t'essouffler puis tu vas couper les coins ronds. Des fois, on y va pour la simplicité. Puis la simplicité, c'est pas toujours ça qui est rentable. Mais de s'outiller avec un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, un conseiller en sécurité financière ou un conseiller en placement, là, ou, tu sais, je Ouais. sépare des fois les assurances puis la mise de fonds ou les placements, les investissements, l'épargne. Et puis même une notaire ou un notaire, je sais pas pourquoi elle, c'est une fille, je sais pas comment ça se fait, mais ou un notaire qui va pouvoir vraiment bien nous outiller pour s'assurer qu'il n'y a pas de surprise en cours de route. Je trouve que ça vaut vraiment la peine, puis ça va économiser. Ce nombre de 4 heures-là va diminuer beaucoup en faisant grandir exponentiellement les connaissances puis la rentabilité de tout ça. Oui, exact. Puis, je rajouterais un autre élément aussi, par rapport au REER. Suite à la nouvelle loi, quand on fait un RAP, OK, les règles du RAP, c'est qu'on a 15 ans pour rembourser le 1/15e de ce qu'on a retiré dans nos REER. Et le countdown commence après 5 ans. Ça, c'est la nouvelle loi, ça. Donc, on a 5 ans de congé, si on veut. Puis après ça, on a 15 ans pour rembourser le 1/15e dans nos REER. Ce que le CELI n'a pas comme, on va dire, des avantages, même si c'est important de mettre de l'argent pour la retraite. Là. Fait qu'il y a cette nuance-là aussi que je voulais apporter au REER. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ça turn off certaines personnes d'avoir à rembourser leur REER. J'aime pas l'idée du mot remboursement parce que c'est soi-même qu'on se rembourse. Hein? C'est de l'argent pour notre retraite. Puis il faut se dire que l'exemple que je donne souvent aux gens, c'est je dis si tu arrêtes de travailler là, maintenant, immédiatement, pendant combien de temps tu es capable de vivre et de payer ton épicerie et tout ça? Ben, les gens, souvent, ils disent, je sais pas, 1 an, 2 ans, ou il y en a même qui disent 2 semaines. Je sais pas. Ouais. Ben écoute, à un moment donné, là, mettons, tu as 30-35 ans, ben, si je te repose la même question à 60 ans ou à 65 ans, si tu me réponds la même phrase, ben là, tu vas être sur les rendus gouvernement, ce qui est très, 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 très peu. Puis, t'aimeras pas ta vie, là, t'aimeras pas ta retraite.
puis tu vas être trop faible, trop vieux, trop malade pour continuer de travailler. Il y en a trop qui repoussent l'âge de la retraite. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment... moi, je suggère toujours de mettre au moins 10 % de nos revenus annuels de côté minimum dès nos 18 ans. Ce que pratiquement peu de personnes fait. Ils se réveillent tard, comme on dit. C'est comme si je te dirais, je veux que tu apprennes le chinois pour cet été. J'espère que tu es prêt à faire des heures, mais si je te dis que tu as 30-40 ans pour apprendre le chinois, l'effort va être plus petit. Fait que il y a cet enjeu-là. Donc, c'est pas grave de rembourser un RAP, un REER. C'est juste dans le fond, c'est ton argent de retraite. C'est juste que le gouvernement, il te permet de, écoute, je sais que ça coûte cher acheter une maison. Je te donne une passe droite, là, retire-la, achète ta maison, puis après ça, remets-la dans tes REER. J'avoue que c'est pas un remboursement, c'est tu réinvestis l'argent que tu as sorti. Oui, carrément. Puis tu la redonnes à toi. C'est juste que tu n'as plus la déduction. On s'entend, au début, quand tu mettais le REER, c'était le fun. Ouais. Là, tu la reçois pas. Mais... Exactement. Fait que c'est pour ça que moi, souvent, je recommande vraiment, les gens, ils disent, je veux juste le CELIAP, je veux juste le CELIAP. Ouais, mais attends, va chercher les deux, va chercher la double déduction. Ouais, on va faire que je le rembourse. Que tu rembourses quoi? Que tu te remettes des sous de côté pour toi-même, tu sais. Ouais. Puis il y a aussi une autre nuance que j'aime apporter. Souvent, les gens achètent une maison, puis là, ils ont des enfants. Donc, normalement, ils tombent sur la RQAP. Tu sais, le sommeil est limité, et puis les moments paisibles et tout. La personne... Je sais qu'on a tous les deux des enfants, puis qu'on comprend que c'est pas le même du tout que ça se passe. Et là, ils sont rendus... c'est à l'école, fait que c'est pas si pire, c'est moins pire. Mais, tu sais, la maman, exemple, qui est au RQAP, là, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée de rembourser son RAP cette année-là. Tu sais, parce que si tu rembourses pas ton RAP, le 1/15 de ce que tu n'as pas remboursé est racheté à ton revenu imposable. Fait que si ton revenu imposable est plus faible, ça peut être intéressant, ou une année sabbatique, ou une année que tu es en arrêt de travail. C'est pour ça qu'à chaque année, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait avec nos REER. C'est une bonne idée de rembourser le RAP cette année, oui ou non? Puis c'est pour ça qu'il faut à chaque année regarder ça. Il n'y a pas de solution universelle qui s'appelle one size fits all. Moi, je vais ajouter rapidement. Puis là, c'est ça le problème. On va se mettre à faire des épisodes trop longs parce qu'on a toujours... Hey, j'ai une autre petite chose à rajouter. Ouais. Le rap. Parce qu'on l'a dit tantôt qu'on pouvait re-rapper une deuxième fois s'il y avait eu séparation ou quoi que ce soit. Mais juste dire qu'il faut que ton premier rap ait été remboursé pour pouvoir rapper une deuxième fois. Oui. Parce que souvent, c'est ça, les gens... puis tous les comptables sur la planète font ça. Ils vont reporter le plus tard possible. Ils veulent que tu rembourses. Je m'excuse, j'utilise encore rembourse, mais que tu réinvestis, que tu recotises à ton rap le plus lentement possible. Parce qu'ils se disent, le reste de l'argent, t'es mieux de la mettre en REER puis d'avoir la déduction fiscale. Ouais. Bref, ils vont faire ça, mais là, si tu le rembourses jamais, tu pourras pas re-rapper si jamais tu as besoin de re-rapper à cause d'une séparation ou des situations comme ça. Exact. Fait que des fois, ça peut... Éventuellement, là, je veux dire, faut le rembourser. C'est pas une mauvaise chose. Oui, non, c'est important. Ouais. Autre chose qu'on veut dire à nos premiers acheteurs? Si on résume, en gros, ils doivent commencer par épargner. Yes. Puis la première chose, c'est de se dire combien je paye de loyer en ce moment, combien me coûterait une hypothèque fictive, puis d'épargner ce montant-là, juste pour voir si ça se maintient à long terme, si c'est soutenable. Ensuite de ça, épargner dans quoi? Pas en dessous de son oreiller, dans les bons régimes appropriés, le CELIAP, le CELI, le REER, selon la situation. Après ça, un coup qu'on est rendu là, on commence à regarder une préqualification avec le courtier hypothécaire. Yes. On commence à magasiner avec un courtier immobilier. Et puis, un coup qu'on a la machine, bien là, on peut commencer à magasiner nos assurances pour geler notre prix pendant qu'on est le plus jeune possible. Idéalement, 6 mois avant notre prochain anniversaire, 6 mois moins un jour, pour être tarifé plus jeune. Puis après ça, un coup que tout ça, c'est fait. On rappe, on utilise le CELIAP, on s'assure, on achète l'assurance habitation, puis on maintient ce qu'on était déjà habitué d'épargner parce que là, c'est rendu notre paiement hypothécaire. Après ça, on jouit de la propriété. Tu vois, vu de même, c'est super simple, mais ça peut tellement se mêler là, quand on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va puis tout. Fait que, un peu les 5 étapes que tu viens de nommer, je trouve que c'est bien synergisé, non, sommarisé. Oui, c'est ça. C'est un beau résumé. Oui, exactement. Puis les spécialistes sont là pour ça. On est habitués, on fait ça du lundi au vendredi, tout le temps, tous les jours. Puis ça coûte rien juste s'informer. C'est ça. Fait que, non, je trouve ça. Puis c'est difficile. C'est de l'accès à la propriété de plus en plus difficile à cause des prix. Fait que c'est important d'avoir un plan de match puis de commencer tôt, de commencer longtemps. Puis en ayant le plan de match, je trouve que ça évite aussi de se créer des rêves. Là. Je pense que Léa, Frédéric, qui est courtier immobilier avec qui je travaille beaucoup, qui dit tout le temps ça, que la meilleure qualité d'un acheteur, c'est être réaliste. De savoir qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut pas acheter pour éviter. Parce que des fois, là, c'est beau d'être capable d'acheter un certain montant. Là. La banque va nous prêter cet argent-là. Mais est-ce que ça veut dire que c'est souhaitable?
probablement pas. Là. Fait, moi, je fais toujours un budget avec les gens, là, de dire OK, si tu achètes au maximum, là, ça va te coûter 2000$ par mois, ce qui est le double de ce que tu payes actuellement dans ton loyer. Ouais. Mais si tu achètes à ce montant-là, là, c'est 1500. C'est peut-être moins pire. Là, ce montant-là, c'est 1200. Puis après ça, c'est aux clients, évidemment, de faire leur choix puis de dire OK, ouais, à ce montant-là, on est à l'aise, puis on va être capable de vivre, on va être capable de continuer à fonctionner. Fait que je trouve faire des choix puis être réaliste, c'est important, puis ça permet d'éviter des surprises. Exact. Monsieur McIntosh, on est content. On a parlé des premiers acheteurs. On va parler d'autres segments de la population dans nos prochains épisodes. Oui. Écoutez ça s'en vient. Merci. Un plaisir. Yo.